Au fond, qu'est-ce qui nous fait avancer? C'est la grande question, non? Et la réponse, eh bien, elle est beaucoup plus surprenante et fascinante qu'on pourrait le croire. On va creuser ça ensemble pour voir ce qui est vraiment le moteur de nos actions. Il faut y réfléchir. Pourquoi est-ce qu'on escalade des montagnes? Ou pourquoi passer des heures sur une énigme, sans aucune récompense à la clé, juste pour le plaisir? C'est quand même curieux. On voit ça tout le temps, ces actions qui n'apportent ni argent, ni rien de concret. Alors d'où vient cette énergie, ce moteur intérieur? C'est une question qui a longtemps laissé la psychologie perplexe. Pendant très très longtemps, les réponses des psychologues étaient, disons, incomplètes. Elles expliquaient super bien pourquoi on a faim ou pourquoi on a besoin de dormir, mais elles passaient complètement à côté de l'essentiel. Tout ce qui fait le sel de la vie en fait, la curiosité, le jeu, la créativité. Alors, revenons un peu en arrière. Au début du XXe siècle, la réponse qui dominait tout, c'était la théorie des pulsions. L'idée de base, c'était quoi? C'était de voir l'être humain comme une sorte de machine complexe, poussée à agir par des forces internes. Pour des grands noms comme Freud ou même Clark Hull, tout, absolument tout comportement, même le plus sophistiqué, pouvait se résumer à une chose: satisfaire des besoins biologiques de base. Tout le reste, c'était juste une conséquence de ça. Et ces fameuses pulsions, c'était quoi au juste? Eh bien, les voilà. La faim, la soif, le sexe et l'évitement de la douleur, pour Hull. Freud, lui, y ajoutait l'agressivité. Le mécanisme était vu comme super simple. Un besoin crée une tension, une sorte d'inconfort, et hop, on agit pour calmer cette tension. Et c'est tout, point final. En fait, ça nous amène à deux visions du monde complètement différentes. D'un côté, cette vision mécaniste, où l'humain est passif, un peu comme une marionnette qui réagit aux pulsions, et de l'autre, une vision qu'on appelle organismique. Là, l'humain est vu comme un être actif qui cherche à grandir, à s'épanouir, un peu comme une plante qui va chercher la lumière du soleil. La différence est énorme. Mais voilà, cette idée de l'humain-machine, elle a très vite commencé à prendre l'eau. Il y avait trop de choses qui ne collaient pas, comme des grosses failles dans le scénario. Et la question qui a tout fait basculer, c'est celle-là. Mais qu'est-ce qu'on fait de tous les comportements qui ne servent à satisfaire aucune de ces pulsions de base? Si on agit juste pour manger ou dormir, alors pourquoi, par exemple, un enfant passe des heures et des heures à construire une tour de cubes pour la détruire juste après et recommencer? Qu'est-ce qu'il pousse, lui? Le jeu, l'exploration, juste pour le plaisir de découvrir, la curiosité pure, toutes ces activités qui sont au cœur de notre développement, eh bien pour les théories des pulsions, c'était un vrai mystère. Elles ne réduisent aucune tension physique. En fait, c'est même le contraire. On sent bien qu'elles viennent d'une source d'énergie complètement différente. Et c'est là qu'arrive le concept qui va tout changer, la motivation intrinsèque. L'idée est simple mais révolutionnaire. L'énergie pour agir peut venir de l'intérieur, du simple plaisir de faire l'action elle-même. La récompense, ce n'est pas quelque chose qu'on obtient à la fin, la récompense, c'est l'activité elle-même. Ce qui nous amène à la théorie qui a vraiment rebattu les cartes. On parle ici de la théorie de l'autodétermination, développée principalement par deux chercheurs, Edward Deci et Richard Ryan, à partir des années 70. En fait, les bases de ce grand changement ont été posées dès les années 50. La recherche a commencé à montrer que pour vraiment comprendre la motivation humaine, il fallait regarder au-delà de la simple biologie. Il fallait s'intéresser à un ensemble de besoins psychologiques, des besoins universels et innés. Et au cœur de cette nouvelle théorie, on trouve quoi? 3 besoins psychologiques fondamentaux. Pour Deci et Ryan, ces besoins sont aussi vitaux pour notre équilibre psychologique que le sont la nourriture et l'eau pour notre corps. Ces 3 piliers, c'est l'autonomie, la compétence et l'appartenance sociale. Alors, l'autonomie, c'est quoi? C'est ce besoin profond de sentir qu'on est le pilote de sa propre vie. C'est quand on a l'impression que nos choix viennent vraiment de nous, qu'ils sont en ligne avec nos valeurs et pas dictés par une pression extérieure. Ensuite, la compétence. C'est ce sentiment génial qu'on ressent quand on réussit un défi, qu'on apprend quelque chose de nouveau ou qu'on surmonte un obstacle. C'est tout simplement le besoin de se sentir efficace, de sentir qu'on a un impact sur notre environnement. Et enfin, le 3e pilier, l'appartenance sociale, la connexion aux autres. C'est ce désir fondamental de se sentir lié, de faire partie d'un groupe, de prendre soin des autres et de sentir qu'on prend soin de nous. On est des créatures sociales. Ce besoin est gravé au plus profond de nous. Ok, mais tout ça, ce n'est pas juste de la théorie pour universitaires. Loin de là. Ça a des conséquences bien réelles et profondes sur la façon dont on peut penser l'éducation, le monde du travail et même notre propre développement personnel.
Et le point de départ de toute cette révolution, le voici. C'est cet ouvrage, publié en 1985, qui a vraiment posé les bases de tout. Il a offert une grille de lecture complètement nouvelle pour comprendre nos motivations, bien au-delà de la vieille rengaine de la carotte et du bâton. Et il y a cette phrase, dans la préface, qui dit tout, je la trouve magnifique. Examiner les possibilités et les obstacles à la liberté humaine. Pour Deci et Ryan, le but n'était pas juste de comprendre la motivation. Non, le véritable enjeu, c'était d'explorer quelque chose de bien plus grand, la liberté humaine, et ce qui la rend possible ou impossible. Le message final, il est hyper puissant. Une fois qu'on a compris que tout être humain a besoin d'autonomie, de compétences et de connexion sociale, eh bien on a une sorte de clé. Une clé pour créer des environnements, que ce soit au travail, à l'école ou même à la maison, où les gens peuvent vraiment s'épanouir et libérer tout leur potentiel. Au bout du compte, cette théorie ne donne pas de recette miracle, mais elle offre quelque chose de bien plus précieux. Une boussole. La question à se poser n'est peut-être plus seulement « qu'est-ce que je veux accomplir ?», mais plutôt « comment, dans tout ce que je fais, je peux nourrir mon autonomie, ma compétence et mon besoin de lien social ?» Et juste ça, cette simple question, ça peut vraiment tout changer.